mon grand-père m'a légué 120 millions de dollars. J'ai gardé le secret, surtout vis-à-vis de mes parents. La décision la plus sage de ma vie, puisqu'ils ont débarqué chez moi avec une ordonnance du tribunal. Quelques semaines après que mon grand-père m'ait laissé en secret un héritage de 120 millions de dollars, mes parents toxiques ont fait irruption dans mon appartement avec une ordonnance du tribunal. Prétendant que ma carrière de plongeur en saturation avait endommagé mon cerveau et qu'ils devaient contrôler tous mes comptes bancaires. Je suis resté calme en déposant cette pétition. Ils venaient de déclencher un piège que mon grand-père avait construit spécifiquement pour eux. Je venais de rentrer dans mon appartement bon marché et délabré à Galveston, Texas, après 28 jours passés dans une chambre de plongée en saturation au fond absolu du golfe du Mexique. Si vous ne savez pas ce qu'est la plongée en saturation, laissez-moi vous brosser un tableau. Cela signifie vivre dans un tube métallique de la taille d'une mini-fourgonnette avec 3 autres gars respirant un mélange d'hélium et d'oxygène, travaillant dans une eau glaciale et sombre où la pression est suffisante pour écraser un pick-up en une boîte de conserve. Vos articulations vous font constamment mal comme si elles étaient remplies de verre pilé. Votre peau pèle. Vos oreilles n'arrêtent jamais de sonner. Je venais de terminer mon cycle de décompression et j'avais posé le pied sur la terre ferme pour la première fois en un mois. Chaque os de mon corps de 32 ans me semblait fait de plomb. Tout ce que je voulais, c'était rester sous une douche chaude jusqu'à ce que l'eau devienne glacée, puis dormir pendant 3 jours d'affilée. Je me tenais dans ma petite cuisine, versant un verre d'eau du robinet bon marché quand les coups lourds et agressifs ont commencé à ma porte d'entrée. Ce n'était pas le coup poli d'un voisin. C'était le coup d'une personne qui s'attendait à ce que le monde s'arrête de tourner juste pour elle, exigeant et arrogant. J'ai posé mon verre, effacé la fatigue de mon visage et ouvert la porte. Sur mon paillasson usé se tenait ma mère, Céleste. Elle portait un manteau de créateur blanc immaculé qui coûtait probablement plus cher que toute ma combinaison de plongée. Ses cheveux étaient parfaitement coiffés, mais son visage était tordu dans ce masque dramatique et théâtral de fausse tristesse. Juste derrière elle se tenait mon père, Henri, un homme qui avait passé toute sa vie à essayer de ressembler à un homme d'affaires prospère tout en échouant à absolument tout ce qu'il entreprenait. Il ne pouvait même pas me regarder dans les yeux. Il se contentait de regarder la peinture écaillée de mon cadre de porte. Et à côté d'eux se tenait un homme en costume bleu marine élégant et ridiculement cher, serrant une épaisse mallette en cuir. Ils n'ont pas demandé à entrer. Céleste m'a juste bousculé, tirant immédiatement un mouchoir en soie de son sac à main et le pressant sur son nez comme si mon petit appartement propre sentait la poubelle. L'avocat l'a suivi comme un chien de salon bien dressé. Je me tenais là, en pantalon de survêtement et t-shirt délavé, mon cerveau luttant pour traiter l'audace pure et simple de cette invasion. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» ai-je demandé, ma voix basse et complètement épuisée. Céleste s'est tournée vers moi, abaissant juste assez le mouchoir pour prononcer une phrase qui m'a semblé un couteau rouillé se tordant directement dans mes entrailles. « Tu es malade, Édouard. La pression là-bas dans l'obscurité t'a pourri le cerveau. Nous sommes ici pour te sauver de toi-même, et la famille gérera tes finances maintenant. » Je n'ai pas crié. Je n'ai pas hurlé. Une astuce que l'on apprend très vite quand votre vie dépend de la stabilité de votre rythme cardiaque sous des centaines de pieds d'eau écrasante et de ne jamais laisser la panique ou la colère atteindre votre visage. Je l'ai juste regardé, sentant une fureur froide et sombre monter au plus profond de ma poitrine. L'avocat s'est avancé, ouvrant sa mallette. Mon nom est Corentin. Je représente vos parents. Nous sommes ici pour vous signifier officiellement la notification concernant le gel d'actifs d'urgence qui vient d'être accordé par un juge des successions. Il a sorti une épaisse pile de papier et les a déposés sur ma table basse bon marché. Les lettres noires en gras en haut criaient tutelle d'urgence et restriction temporaire d'actifs. J'ai jeté un coup d'œil au papier, puis je suis entré dans ma chambre pendant moins d'1 minute pour prendre le certificat médical d'aptitude professionnelle que je gardais avec mes dossiers de plongée. Quand je suis revenu, tous les 3 se sont brusquement tus. Corentin a fermé sa mallette et Céleste m'a adressé un mince sourire qui m'a dit que j'avais interrompu quelque chose. « Votre mère et votre père sont profondément préoccupés » a dit Corentin, sa voix dégoulinante de cette fausse sympathie légale répétée. La plongée en saturation provoque de graves traumatismes neurologiques, des accidents de décompression, une narcose à l'azote. Nous avons des avis médicaux affirmant que vous souffrez de paranoïa sévère et de déclin cognitif. Vous n'êtes plus apte à gérer vos propres comptes bancaires, Édouard. Nous faisons cela pour votre propre sécurité. Le mal pur et non adultéré de leur plan m'a submergé comme de l'eau glacée de l'océan. Ils utilisaient ma carrière brutale et éreintante contre moi.
Ils utilisaient le sang et la sueur que je versais littéralement dans l'océan pour me dépeindre comme un lunatique endommagé du cerveau. De plus, ils pouvaient mettre leurs mains avides sur mon argent. « Sortez de chez moi » ai-je dit. Ma voix était dangereusement calme. Henri a finalement levé les yeux, le visage pâle. « Édouard, s'il te plaît, coopère juste. Nous t'aimons. » J'ai dit, « Sortez » ai-je répété, m'avançant vers eux. Ma taille physique, bâtie par des années de lourd travail sous-marin, a fait reculer Corentin d'un pas vers la porte. Les comptes listés dans la pétition sont temporairement restreints. Édouard Céleste a ricané, son masque glissant pour révéler la narcissique froide et avide en dessous. Tu ne vas pas déplacer d'argent avant l'audience. Nous te verrons au tribunal. Ils sont sortis en laissant les ordonnances du tribunal sur ma table comme une bombe non explosée. Mais ils avaient oublié un détail crucial. Je suis un homme qui gagne sa vie dans l'environnement le plus sous pression de la Terre. Et sous la surface, je gardais un secret qui allait les noyer tous. Le silence qu'ils ont laissé derrière eux dans mon appartement était lourd et toxique. Je suis resté complètement immobile pendant un long moment, le seul son dans la pièce étant le faible bourdonnement rythmique de mon réfrigérateur bon marché. Je me suis dirigé vers la table basse et j'ai ramassé l'épaisse pile de documents juridiques. J'ai lu les paragraphes denses, mes yeux scannant le jargon médical qu'ils avaient en quelque sorte fabriqué. Ils affirmaient que je souffrais d'un grave accident de décompression, que les bulles d'azote dans mon sang avaient causé des lésions permanentes à mon cerveau, entraînant des accès de colère agressifs, de la paranoïa et une incapacité totale à gérer mes responsabilités financières. C'était un chef-d'œuvre de fiction absolue. J'ai laissé tomber les papiers sur la table. Je n'ai pas jeté de verre contre le mur. Je n'ai pas fait de trou dans la cloison sèche. J'ai sorti mon téléphone de ma poche et j'ai composé le numéro de la seule personne sur cette planète entière en qui j'avais confiance pour m'ancrer à la réalité. Sylvain a répondu à la 3e sonnerie. Sylvain est mon chef de plongée et mon meilleur ami. C'est un gars qui m'a littéralement sorti de l'eau quand ma ligne d'air s'est emmêlée dans une structure de plateforme pétrolière rouillée. Il me connaît mieux que je ne me connais moi-même. Dis-moi que tu dors, mon frère. La voix rauque de Sylvain est passée par le haut-parleur. J'entendais le bruit des mouettes et le vent du port en arrière-plan. Mes parents viennent d'embusquer mon appartement avec un avocat, ai-je dit, gardant ma voix plate et mécanique. Ils ont obtenu qu'un juge restreigne temporairement les comptes bancaires identifiés dans leur pétition. Ils ont déposé un rapport médical affirmant que j'ai de graves lésions cérébrales dues à la plongée en saturation et que je suis complètement mentalement incompétent. La ligne est devenue silencieuse. 4-5 secondes angoissantes. La seule chose que j'entendais était le vent du côté de Sylvain. Et puis Sylvain a lâché un chapelet de jurons furieux et créatifs qui ferait rougir un marin. « Tu te moques de moi » a-t-il rugi. C'est la chose la plus dérangée et la plus dégoûtante que j'ai jamais entendue de toute ma vie. Édouard, tu es le plongeur le plus calme et le plus solide de tout le golfe. Tu as littéralement fait sortir un débutant d'une crise de panique totale à 300 pieds le mois dernier. Ils utilisent ta putain de carrière pour te voler. Je sais, ai-je dit, me frottant l'arête du nez, sentant un mal de tête massif commencer à monter. Ils veulent m'enfermer sous tutelle. Ils veulent un contrôle total sur ma vie. Écoute-moi très attentivement, Édouard, a dit Sylvain, son ton passant instantanément d'ami furieux à chef de plongée autoritaire. Ne réagis pas. Ne leur envoie pas de message. Ne les insulte pas. Ils veulent que tu aies l'air fou. Ils veulent que tu exploses pour pouvoir montrer cette réaction exacte au juge et dire, regardez, il est instable. Tu te calmes. Tu maintiens ton rythme cardiaque à 60 battements par minute. Tu prends un avocat vicieux et tu enterres ses parasites. Sylvain était la famille que j'avais choisie et ses mots étaient l'encre exacte dont j'avais besoin. Il a validé ma santé mentale à un moment où mon propre sang essayait de convaincre un tribunal fédéral que je perdais la tête. Nous avons parlé pendant encore 10 minutes, formulant une stratégie de base pour garder la tête hors de l'eau. Quand j'ai finalement raccroché, je me suis dirigé vers ma fenêtre et j'ai regardé les eaux sombres du golfe du Mexique au loin. La logique froide que Sylvain m'avait inculquée a commencé à se mêler aux souvenirs amers et douloureux de mon passé. Vous voyez, cette trahison massive et impardonnable de la part d'Henri et Céleste n'était pas une erreur soudaine, hors de leur caractère. C'était simplement le grand final d'une vie passée à être traitée comme des ordures. Pour comprendre pourquoi mes parents étaient si désespérés de détruire mon autonomie, il faut se plonger dans le musée sombre et tordu de mon enfance.
Il faut regarder l'enfant d'or qu'ils adoraient et le fils invisible qu'ils ont jeté. Grandir dans ma famille signifiait apprendre très tôt que l'amour était strictement conditionnel et je n'ai jamais rempli les conditions. Mon père Henri était un homme obsédé par les apparences. Il avait hérité d'une somme d'argent décente et avait fondé une entreprise de sauvetage maritime et de construction portuaire. Mais Henri détestait se salir les mains. Il voulait être le type en costume sur mesure serrant des mains au country club, pas le type lisant les cartes de marée et gérant des équipages en sueur. Ma mère, Céleste, était encore pire. Elle était terrifiée à l'idée de paraître pauvre. Elle se nourrissait de statues et de commérages comme un vampire se nourrit de sang. Et le centre absolu de leur univers superficiel était mon jeune frère, Paul. Paul était l'enfant d'or. Il était né avec une cuillère en argent dans la bouche et une allergie complète au travail acharné. Pendant que j'étais dehors à suer sous la chaleur du Texas, à transporter de la ferraille au dock pour le salaire minimum juste pour acheter mes propres vêtements d'école, Paul recevait tout sur un plateau d'argent. Je me souviens d'un mardi après-midi spécifique qui a parfaitement résumé toute mon existence dans cette famille. J'avais 18 ans. J'avais économisé chaque sou pour payer une certification de soudure sous-marine, mais il me manquait exactement 5 cents. Je suis entré dans le salon immaculé et surdécoré et j'ai demandé à mes parents un petit prêt. J'ai promis de le rembourser avec intérêt. Céleste m'a regardé par-dessus le bord de son verre de vin cher et a ricané. Tu veux qu'on te paie pour aller apprendre à te vautrer dans la boue comme un poisson de fond? Tu vises tellement bas, Édouard. C'est embarrassant. Non, nous ne finançons pas un hobby de col bleu. Le lendemain matin, Paul, qui avait 16 ans à l'époque, a fait une virée avec la toute nouvelle BMW d'Henri et l'a encastrée directement dans un mur de briques parce qu'il envoyait des messages. Il n'a même pas eu une égratignure, mais la voiture était en épave. Henri n'a pas crié. Céleste ne l'a pas puni. Au lieu de cela, Henri a tranquillement vendu un terrain commercial qu'il possédait pour couvrir la franchise d'assurance massive et a acheté à Paul une toute nouvelle voiture de sport juste pour que Paul ne se sente pas traumatisé par l'accident. Telle était la dynamique. Les échecs massifs de Paul étaient récompensés par de l'argent et mes ambitions durement gagnées étaient punies par le dégoût. La seule personne de toute cette lignée qui a jamais vu de la valeur en moi était mon grand-père, Thaddée. C'était un homme à l'ancienne, à la volonté de faire, qui avait bâti sa fortune avec des mains calleuses et une intelligence impitoyable. Il méprisait la paresse d'Henri et la vanité de Céleste. Quand Thaddée est décédé il y a un peu plus d'un mois, les funérailles ont été un véritable cirque de fausses douleurs. Céleste est apparue vêtue d'une robe de créateur noir et d'un collier de perles qui brillait si fort qu'il était presque aveuglant. Henri a passé toute la veillée à distribuer ses cartes de visite à de riches connaissances, traitant les funérailles de son propre père comme un événement de réseautage. Je me tenais seul sous la pluie glaciale près de la parcelle funéraire, portant un costume noir bon marché et mal ajusté. Je me suis souvenu de la dernière vraie conversation que j'avais eue avec Thaddée avant sa mort. Il m'avait serré l'épaule de sa main faible et tremblante, m'avait regardé droit dans les yeux et m'avait dit « La pression écrase les faibles, Édouard. Mais elle forge des diamants à partir de ceux qui savent endurer. Garde le silence, fais le gros du travail et attends. La vérité finit toujours par réclamer sa dette. Vous êtes-vous déjà épuisé à la tâche, saignant pour votre propre indépendance, seulement pour que les personnes qui partagent votre ADN vous regardent avec un dégoût total jusqu'à ce qu'elles réalisent que vous pourriez avoir quelque chose qu'elles peuvent voler? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Parce que, assis dans mon appartement ce jour-là, mon sang bouillait si fort que j'avais l'impression d'aller exploser. J'ai enduré leur favoritisme toxique pendant 32 ans. J'ai construit ma propre vie loin d'eux dans les eaux sombres de l'océan. Mais la raison pour laquelle ils étaient soudainement à ma porte avec un avocat n'était pas parce qu'ils me manquaient. C'était à cause d'une réunion que j'avais eue exactement 2 semaines auparavant. Une réunion qui a mis en place un piège massif et dévastateur. 2 semaines avant l'embuscade à mon appartement, bien avant que je parte pour cette plongée en saturation de 28 jours, j'ai reçu un appel de Sylvain. Sylvain était l'avocat personnel de mon grand-père Thaddée. C'était un homme vif et intimidant d'environ 60 ans qui ne perdait pas de mots et ne supportait pas les imbéciles. Il m'a demandé de venir immédiatement à son bureau au centre-ville de Houston. Je me suis assis dans son bureau calme aux boiseries d'acajou, l'air sentant faiblement le vieux papier et le café cher. Sylvain a fait glisser un portefeuille en cuir massif et incroyablement épais sur son bureau. Il a atterri devant moi avec un bruit sourd et définitif. « Édouard, a dit Sylvain, me regardant par-dessus ses lunettes de lecture.
Votre grand-père a laissé des instructions très spécifiques, très inhabituelles concernant sa succession. Il m'a fait confiance pour les exécuter, et il vous a fait confiance pour supporter le poids de ce que je vais vous dire. J'ai gardé les mains jointes sur mes genoux, ma posture rigide. J'écoute, monsieur. Sylvain a ouvert le portefeuille. Thaddée n'a pas seulement laissé une jolie maison et quelques comptes de retraite. Il a laissé un empire. La valorisation totale de sa succession à ce matin est d'environ 120 millions de dollars. L'air m'a complètement quitté les poumons. Je l'ai juste regardé, absolument certain que mes oreilles bourdonnaient à cause d'une plongée. 120 millions, ai-je répété, ma voix légèrement brisée. Grand-père vivait dans une modeste maison de ranch. D'où venait cet argent? Sylvain s'est penché en avant, posant ses coudes sur le bureau, ses yeux fixés sur les miens. Il était sur le point de me livrer le plus grand et le plus poétique morceau d'ironie de toute ma vie. L'argent, Édouard, c'est GF Coast Marine Solutions. Mon esprit a tourné si vite que j'ai eu le vertige. GF Coast Marine Solutions était l'énorme entreprise dominante de logistique et d'infrastructures portuaires qui contrôlait la moitié des voies de navigation de l'État. Mais plus important encore, c'était exactement la même industrie dans laquelle mon père avait échoué. Mais l'entreprise de sauvetage de mon père a fait faillite il y a 15 ans, ai-je balbutié. Il a tout perdu aux créanciers. C'est exactement ce que votre père croit, a expliqué Sylvain doucement. Il y a 15 ans, quand Henri a coulé son entreprise parce qu'il était trop paresseux pour gérer ses propres équipages, Thaddée est intervenu. Il a secrètement racheté toutes les dettes toxiques de votre père par le biais d'une société écran aveugle. Il a laissé Henri croire que l'entreprise avait été dissoute en faillite pour lui donner une leçon, mais surtout pour sauver le nom de la famille de l'humiliation publique. Ensuite, Thaddée a pris ses actifs brisés, les a restructurés, a viré les poids morts et a bâti un empire régional. Il a transformé l'échec pathétique de votre père en 120 millions. Je suis resté là, complètement paralysé par l'ampleur de la révélation. Mon grand-père avait littéralement bâti un royaume sur les cendres de l'incompétence de mon père, et il vous a laissé chaque centime, chaque action, a dit Sylvain, fermant le dossier, parce que vous êtes le seul de cette lignée qui sait ce que signifie réellement travailler. Mais il y avait un hic. Thaddée était un génie stratégique et il savait exactement à quel point mes parents étaient avides et vicieux. Sylvain a sorti une seule feuille de papier parchemin épais avec un tampon notarial rouge. Thaddée a mis un piège très spécifique et inébranlable dans ce testament. La succession vous est entièrement transférée. Cependant, Thaddée savait que dès qu'Henri et Céleste auraient vent de l'argent, ils essaieraient de vous le prendre. Donc, le testament contient un déclencheur défensif. Sylvain a pointé un paragraphe en surbrillance. Si vos parents intentent une action en justice hostile contre vous pour prendre le contrôle de vos finances, cela débloque légalement une fiducie secondaire contenant des dossiers d'enquête complets contre eux. Thaddée voulait que vous ayez l'argent, mais plus important encore, il vous a donné les munitions pour les détruire s'il tentait un jour de vous trahir. Je suis sorti du bureau de Sylvain ce jour-là, portant le poids terrifiant et incroyable d'un secret de 120 millions de dollars. Je n'avais dit à aucune âme vivante. Je suis allé directement travailler sur la plateforme pétrolière, me plongeant dans l'océan sombre, pensant que je gérerais simplement la succession tranquillement à mon retour. Mais Céleste et Henri avaient senti l'argent. Je ne sais pas comment ils ont découvert que la succession était importante, mais les vautours savent toujours quand une carcasse est proche. Ils m'avaient attaqué en premier. Ils avaient déposé les faux papiers médicaux. Ils avaient gelé mes comptes. Ils pensaient qu'ils embusquaient un plongeur sans défense et endommagé du cerveau. Ils ne réalisaient pas qu'ils venaient de déclencher le piège d'un homme mort. Le matin après l'embuscade de mes parents et de leur avocat véreux dans mon appartement, je me suis réveillé avec une concentration froide et mécanique. Je n'ai pas paniqué. J'ai conduit mon vieux camion jusqu'aux quais commerciaux pour rencontrer Sylvain et régler certains problèmes d'équipement. L'air salé du matin et le bruit des machines lourdes me calmaient habituellement. Mais ce matin-là, l'univers a décidé d'envoyer un parasite pour tester ma patience. Je me tenais près d'une énorme bobine de câble de plongée industrielle, tenant un presse-papier, quand une Porsche rouge vif, ridiculement ostentatoire, a fait irruption sur le parking en gravier. Elle s'est garée illégalement juste à côté d'une zone de chargement. La porte s'est ouverte et en est sorti mon jeune frère, Paul. Paul avait 28 ans, mais il se comportait comme un adolescent gâté. Il portait des lunettes de soleil de designer, des baskets blanches immaculées qui n'avaient jamais vu un jour de saleté, et un polo moulant.
Il avait l'air complètement déplacé parmi les grues rouillées et les dockers endurcis. Mais malgré son arrogance, je pouvais voir l'énergie frénétique et nerveuse qui émanait de lui. Ses yeux dartillaient et il se rongeait la lèvre inférieure. Il s'est approché de moi, ses chaussures chères crissant bruyamment sur le gravier. « Qu'est-ce que tu fais ici, Paul ?» ai-je demandé, sans lever les yeux de mon presse-papier. « C'est une zone de travail réglementée. » Paul a enlevé ses lunettes de soleil, essayant de forcer un sourire confiant, mais ses mains tremblaient légèrement. « Je venais juste voir mon grand frère. »« Écoute, Édouard, j'ai entendu parler de l'affaire juridique avec maman et papa hier soir. C'est compliqué, mec. Vraiment compliqué, mais ils essaient juste de t'aider. » J'ai lentement abaissé le presse-papier et je l'ai regardé. L'audace pure et simple de ce gamin se présentant à mon travail pour jouer les conciliateurs pendant que ses parents essayaient de m'enfermer dans une cage juridique était stupéfiante. Ils ont falsifié un document médical affirmant que j'avais des lésions cérébrales. « Paul, ai-je dit, ma voix morte et plate. Ce n'est pas de l'aide. C'est un crime fédéral. » Paul a agité la main de manière dismissive comme si falsifier des dossiers médicaux n'était qu'un malentendu mineur. « Allez, Édouard. Ne sois pas dramatique. Tu sais comment maman est. Écoute, je suis là pour t'offrir une issue. Signe juste les formulaires de consentement. Laisse papa prendre la tutelle. Tu retournes juste jouer dans l'eau et il gère tout le stress financier ennuyeux. C'est gagnant-gagnant pour tout le monde. » Je me suis rapproché de lui. Je suis nettement plus grand et beaucoup plus large que Paul. Des années à porter du matériel de soudage lourd sous l'eau développent un type de muscle que l'on ne peut pas acheter dans une salle de sport chic. Quand je suis entré dans son espace personnel, Paul a instinctivement reculé, sa bravade craquant instantanément. « Pourquoi es-tu vraiment ici, Paul ?» ai-je demandé, abaissant ma voix à un grondement dangereux. « Qu'est-ce qu'ils t'ont promis ?» Paul a dégluti difficilement, ses yeux fuyant sur le côté. Il était arrogant, mais il était aussi incroyablement stupide. Il a craqué sous la moindre pression. Ma start-up technologique est dans une situation un peu délicate, a lâché Paul, la panique transparaissant enfin dans sa voix. Mes investisseurs se retirent. Je suis à 4 millions de dollars dans le rouge, Édouard. Si je n'injecte pas de capital la semaine prochaine, je fais face à la faillite et à des accusations de fraude. Maman et papa ont promis qu'ils utiliseraient l'argent de la succession pour me renflouer dès que tu aurais signé les papiers. Tu dois les signer, Édouard. Tu dois sauver mon entreprise. La réalité absolument pathétique de la situation m'a frappé. Paul venait de tout avouer. Il n'y avait pas de profonde préoccupation pour ma santé mentale. Il n'y avait pas d'amour familial. Ils essayaient de détruire toute ma vie, de voler mon indépendance et de me cataloguer comme un lunatique, tout cela pour couvrir une dette de 4 millions de dollars pour une fausse entreprise technologique qui ne produisait absolument rien de valeur. J'ai laissé tomber mon presse-papier sur la caisse en bois à côté de moi. Le bruit sourd a fait tressaillir Paul et il a trébuché en arrière, se prenant les pieds dans ses propres chaussures chères. Il est tombé lourdement sur le gravier sale, s'efforçant de s'éloigner de moi. « Tu as vendu ton propre sang pour une arnaque ratée, » ai-je dit, le regardant avec un dégoût absolu. « Tu diras à Henri et Céleste que je ne signerai rien du tout. Et si jamais tu ramènes cette voiture ridicule sur mon lieu de travail, je la jetterai personnellement dans l'océan avec un chariot élévateur. Dégage de ma vue. » Paul s'est relevé en catastrophe, ses baskets blanches immaculées maintenant couvertes de graisse et de saleté. Il n'a pas dit un mot de plus. Il a pratiquement couru jusqu'à sa Porsche, a décollé du parking et est parti en trombe. Il pensait m'intimider pour que je me rende. Au lieu de cela, le lâche doré venait de me donner la dernière pièce du puzzle. J'avais leur mobile. Maintenant, il était temps de récupérer l'arme que Thaddée m'avait laissée. Cette nuit-là, mon appartement était complètement sombre, à l'exception de la petite lampe de bureau dans le coin de ma chambre. L'air était lourd, chargé d'une étrange énergie nerveuse. J'ai verrouillé ma porte d'entrée, fermé tous les stores et sorti de sous mon lit une lourde boîte en acier couverte de poussière. C'était la boîte que Sylvain m'avait donnée après notre réunion. La boîte que Thaddée avait dit ne devoir être ouverte que s'il déclarait la guerre. Ils avaient déclaré la guerre. Il était temps d'ouvrir l'armurerie. J'ai entré le code numérique fourni par Sylvain. Les lourds loquets en acier se sont ouverts avec un clic mécanique fort et satisfaisant. J'ai soulevé le couvercle. À l'intérieur, posé sur une pile d'enveloppes légales scellées,
se trouvait un épais classeur en cuir noir simplement étiqueté Enquête Ortiz. Thaddée n'avait pas seulement soupçonné qu'Henri et Céleste étaient avides. Il avait engagé un détective privé haut de gamme et impitoyable pour déterrer tous les squelettes de leur placard au cours des 10 dernières années. Et ce que j'ai trouvé à l'intérieur de ce classeur m'a fait glacer le sang. J'ai passé les 3 heures suivantes assis par terre à lire page après page des dossiers financiers méticuleusement documentés, des transcriptions de surveillance et des dépôts de tribunaux. C'était un chef-d'œuvre de manipulation et de pur mal. Mes parents et leur avocat véreux, Corentin, n'étaient pas des amateurs. Ce n'était pas la première fois qu'ils utilisaient cette arnaque spécifique. Il y a 5 ans, Céleste avait un cousin riche et âgé vivant en Floride qui commençait à montrer de légers signes d'oubli. Céleste et Corentin étaient intervenus, avaient engagé un neurologue corrompu qui était lourdement endetté et l'avait payé pour générer de faux rapports médicaux exagérés affirmant que le cousin souffrait de démence sévère à un stade avancé. Ils avaient utilisé ces faux rapports pour obtenir une tutelle, avaient vendu les biens immobiliers du cousin, avaient vidé les comptes bancaires et avaient transféré l'argent vers des fiducies offshore avant que quiconque dans la famille élargie ne sache ce qui se passait. Corentin n'était pas seulement un avocat. Il était l'architecte d'un pipeline de fraude médicale. Il avait tout un réseau de médecins louches prêts à signer des évaluations psychiatriques et neurologiques frauduleuses pour une part des actifs volés. Et maintenant, il mettait en œuvre exactement le même plan sur moi. Il pensait que parce que je travaillais un travail dangereux et isolé, personne ne remettrait en question un diagnostic de traumatisme cérébral. Il pensait que j'étais juste un plongeur ouvrier stupide qui se soumettrait et abandonnerait. Il n'avait aucune idée qu'il marchait dans un piège tendu par un homme mort. J'ai soigneusement fermé le classeur, mon cœur battant d'un rythme régulier et terrifiant. Je ne me sentais plus triste. Je ne ressentais plus la piqûre de la trahison parentale. Tout ce que je ressentais était la précision froide et calculatrice d'un homme se préparant à déclencher une charge de démolition. J'ai pris mon téléphone. L'horloge numérique sur l'écran indiquait le matin. Je m'en fichais. J'ai appuyé sur le nom de contact de Sylvain et j'ai attendu. Il a répondu à la 4e sonnerie, sa voix rauque et lourde de sommeil. « Édouard, c'est le milieu de la nuit. Quelque chose s'est passé ? Ils ont gelé mes comptes, Sylvain, ai-je dit, ma voix complètement stable, résonnant légèrement dans l'appartement calme. Ils ont amené un avocat nommé Corentin chez moi et m'ont signifié une pétition de tutelle affirmant que je souffre d'un grave accident de décompression et de lésions cérébrales. J'ai entendu le froissement des draps alors que Sylvain s'asseyait dans son lit, instantanément réveillé et alerte. Voulez-vous que je dépose une motion d'urgence pour lever le gel demain matin ? Nous pourrons la faire rejeter avant midi. Non, ai-je répondu, regardant le classeur noir sur mes genoux. Nous n'allons pas le rejeter discrètement. Nous allons les laisser croire qu'ils ont gagné. Je veux que vous demandiez une audience de succession immédiate en personne pour la tutelle. Nous allons les traîner devant un tribunal devant un juge des successions. Il y a eu une longue pause sur la ligne. J'entendais Sylvain respirer. Édouard, si nous allons à une audience de succession, vous marchez droit dans leur piège. Ils essaieront de vous faire témoigner et de vous humilier. Je suis parfaitement d'accord pour marcher dans leur piège, Sylvain, ai-je dit. Un sourire sombre et sans humour s'est dessiné sur mon visage, parce que je porte la bombe de Thaddée. J'ai lu le dossier Ortiz. Corentin et ma mère ont déjà fait ça. C'est de la fraude télématique, de la fraude médicale et de la conspiration. Je vais les laisser présenter leurs fausses preuves à un juge des successions, puis je vais frapper fort et leur prendre absolument tout. J'ai entendu un petit rire impressionné de la part du vieil avocat. Votre grand-père a toujours dit que vous aviez du titane dans la colonne vertébrale. Je rédigerai les documents immédiatement. Reposez-vous, Édouard. La semaine prochaine, nous irons à la guerre. J'ai raccroché. Je ne me suis pas endormi. J'ai passé le reste de la nuit à mémoriser chaque date, nom et transaction bancaire de ce classeur. Il voulait une victime avec des lésions cérébrales. J'allais leur donner un prédateur alpha. Si vous avez déjà dû couper complètement les membres toxiques de votre famille pour protéger votre propre santé mentale, vous savez exactement à quel point ce moment est lourd. Le trajet de mon appartement à Galveston au tribunal des successions du comté de Houston a pris exactement 1h15, mais cela m'a semblé une éternité. C'était un mardi matin misérable et gris. La pluie tombait en grosses averses glaciales, tambourinant un rythme incessant contre le pare-brise de mon camion. Le temps maussade correspondait parfaitement à l'atmosphère lourde et suffocante de ce qui allait se passer.
J'ai roulé en silence complet. La radio était éteinte. Mon téléphone était en mode silencieux. Mon esprit était complètement clair, verrouillé dans cet état d'hyperconcentration que l'on atteint que lorsque l'on se prépare à entrer dans un environnement très dangereux et imprévisible. Quand je me suis finalement garé dans le grand parking en béton en face du palais de justice, j'ai coupé le moteur et je suis resté assis 1 minute, écoutant la pluie frapper le toit. J'ai regardé mes mains. Elles étaient calleuses, cicatrisées par des années de soudure sous-marine et légèrement raides des effets résiduels de la vie dans un tube pressurisé. Mais elles étaient stables. Elles ne tremblaient pas. J'ai pris une profonde inspiration, suis sorti sous la pluie et me suis dirigé vers le bâtiment qui allait devenir un abattoir pour les mensonges de ma famille. Le tribunal des successions du comté de Houston est une structure massive, stérile et intimidante. Il est conçu pour vous faire sentir incroyablement petit dès que vous franchissez les lourdes portes vitrées. Les sols sont en marbre poli. Les murs sont recouverts de boiseries sombres et coûteuses, et l'air sent le nettoyant pour sol au citron et l'anxiété. C'est un endroit où les vies sont démantelées et classées en piles de documents juridiques bien rangés. J'ai rencontré Sylvain près des détecteurs de métaux. L'avocat de mon grand-père avait exactement l'air qu'il avait toujours, calme, vif et totalement imperturbable. Il tenait sa mallette en cuir usé, celle qui contenait la destruction absolue de l'avenir de mes parents. « Êtes-vous prêt pour ça, Édouard » a demandé Sylvain, sa voix basse et régulière alors que nous marchions vers les ascenseurs. « Je suis prêt pour ça depuis que j'ai 16 ans, ai-je répondu. Nous avons pris l'ascenseur jusqu'au 4e étage. Alors que nous marchions dans le long couloir bien éclairé vers la salle d'audience des successions assignées, je les ai vus. Ma famille était déjà arrivée, et ils donnaient une performance théâtrale magistrale et profondément insultante. Céleste portait une modeste robe gris foncé qui était complètement inhabituelle pour elle. Elle avait intentionnellement enlevé tous ses bijoux de créateur voyant, optant pour un simple collier de croix en argent pour se faire passer pour une mère humble, affligée et dévote. Henri était assis à côté d'elle sur le banc en bois, les épaules affaissées, regardant le sol, jouant le rôle du patriarche épuisé et le cœur brisé. Debout au-dessus d'eux, l'air incroyablement suffisant et confiant, se tenait Corentin. L'avocat véreux portait un costume sur mesure, organisant ses documents frauduleux en piles nettes et intimidantes. Il ressemblait à un loup qui venait de trouver les clés du poulailler. Et puis il y avait Paul. L'enfant d'or était assis à l'extrémité du banc, vêtu d'une chemise habillée repassée, ignorant complètement la gravité de la situation. Il regardait simplement son téléphone, envoyant rapidement des messages à quelqu'un, essayant probablement de retenir les créanciers qui menaçaient de démanteler sa fausse start-up de 4 millions de dollars. Ils ne m'ont pas vu tout de suite. Quand ils ont finalement levé les yeux, la réaction collective a été inestimable. Ils s'attendaient à ce que je me présente avec mes bottes de travail sales, peut-être vêtu d'une chemise de flanelle usée, l'air négligé, en colère et déséquilibré, exactement comme un plongeur paranoïaque et endommagé du cerveau était censé avoir l'air. Au lieu de cela, j'ai traversé ce couloir vêtu d'un costume noir de jet, parfaitement taillé, que j'avais acheté spécifiquement pour ce jour. Ma posture était rigide. Mon visage était complètement dépourvu d'émotion. J'avais l'air d'un homme qui possédait tout le bâtiment. Les yeux de Céleste se sont légèrement écarquillés, une petite fissure dans sa façade de mère en deuil. Henri s'est agité inconfortablement, soudain incapable de croiser mon regard. Corentin s'est juste moqué, pensant probablement que mon costume était un dernier effort pathétique pour paraître compétent. Nous n'avons pas échangé un seul mot. Nous sommes juste entrés dans la salle d'audience et avons pris place de chaque côté d'une longue et lourde table en chêne. La salle d'audience était glaciale, la climatisation soufflant silencieusement des bouches d'aération au-dessus. La tension dans l'air était si épaisse qu'on aurait pu la couper avec un couteau de plongée. Exactement à 9 heures, la lourde porte en bois derrière le banc s'est ouverte et la juge Dubois est entrée. C'était une femme sévère et intransigeante d'environ 50 ans, aux traits vifs et aux yeux qui semblaient pouvoir couper l'acier. Elle n'a pas souri. Elle n'a offert aucune salutation chaleureuse. Elle s'est assise, a ajusté ses lunettes de lecture et a ouvert le dossier massif posé devant elle. « Passons à autre chose » a dit la juge Dubois, sa voix résonnant fort dans la pièce silencieuse. « Nous sommes ici pour discuter de la tutelle d'urgence et de la restriction temporaire d'actifs imposée à Édouard, demandée par les plaignants, Henri et Céleste. Monsieur Corentin, vous avez déposé la motion initiale. Vous avez la parole. » Le piège était officiellement tendu. Je me suis penché en arrière sur ma chaise,
j'ai croisé les mains sur la table et j'ai attendu qu'il marche droit sur la mine. Corentin s'est levé lentement, boutonnant sa veste de costume chair avec une touche dramatique et exercée. Il s'est éclairci la gorge, donnant une performance magistrale d'un avocat profondément préoccupé et compatissant. Si je n'avais pas su qu'il était un cerveau criminel qui forgeait des documents médicaux pour vivre, je l'aurais presque cru. Votre honneur, a commencé Corentin, sa voix douce et empreinte d'un ton parfait de fausse tristesse. Nous sommes ici aujourd'hui par un profond sens du devoir familial, d'amour et de désespoir absolu. Mes clients, Henri et Céleste, sont terrifiés pour le bien-être physique et mental de leur fils aîné, Édouard. Corentin a marqué une pause, prenant un morceau de papier de sa pile nette et le tenant comme une sainte relique. Comme vous pouvez le voir d'après les évaluations neurologiques soumises dans la pièce a poursuivi Corentin, faisant quelques pas. Monsieur Édouard souffre d'un traumatisme cognitif grave, non traité et progressant rapidement. Au cours de la dernière décennie, il a travaillé comme plongeur en saturation commerciale. Il passe des semaines à vivre dans des chambres pressurisées au fond de l'océan. La communauté médicale est bien consciente des effets neurologiques dévastateurs de cet environnement. Il a commencé à utiliser de grands termes médicaux, instrumentalisant mon travail acharné pour dresser le portrait d'un homme brisé. L'exposition constante à une pression extrême et à des environnements de gaz mélangés a entraîné une grave maladie de décompression, a menti Corentin sans effort. Les bulles d'azote dans son sang ont causé des micro-lésions sur son lobe frontal. Cela a conduit à une paranoïa sévère, des accès de colère agressifs, des hallucinations auditives et une incapacité totale à saisir la réalité. Permettre à un homme dans son état mental fragile et en détérioration d'avoir un accès soudain et illimité à ses finances est non seulement irresponsable, votre honneur, c'est incroyablement dangereux. Il est une menace pour lui-même. Céleste a chronométré sa performance avec une perfection écœurante. Au moment même où Corentin terminait sa phrase, elle a laissé échapper un sanglot doux et tremblant. Elle a fouillé dans son sac à main, a sorti un mouchoir et a tapoté ses yeux parfaitement secs. Ça me brise le cœur de le voir comme ça, a chuchoté Céleste, sa voix brisée par une agonie fabriquée. Elle a regardé la juge, jouant la victime ultime. Il était un garçon si fort, mais l'océan lui a pris l'esprit, votre honneur. Il s'enferme. Il nous crie dessus quand nous essayons de l'aider. Nous voulons juste récupérer notre fils. Nous voulons juste le protéger de la ruine de sa propre vie avant qu'il ne soit trop tard. Henri s'est penché en avant, le visage dans les mains, secouant lentement la tête comme si le fardeau de ma prétendue folie était trop lourd à supporter pour un père. Paul s'efforçait de paraître sombre, mais je pouvais voir le petit sourire avide se dessiner au coin de sa bouche. Il dépensait déjà l'argent dans sa tête. Je suis resté parfaitement immobile. Je n'ai pas cligné des yeux. Je n'ai pas serré la mâchoire. Je les ai laissés parler. Je les ai laissés tisser leur toile de mensonges vile et dégoûtante devant un juge des successions. J'ai regardé ma propre mère instrumentaliser ma carrière, une carrière que j'ai choisie parce que c'était le seul moyen d'échapper à ces abus émotionnels constants. J'ai regardé mon père rester silencieux lâchement, participant volontairement à un complot visant à priver légalement sa propre chair et son propre sang de ses droits humains fondamentaux. Ils ont creusé le trou. Ils l'ont creusé à 3 mètres de profondeur et ils y ont sauté. Absolument confiant d'avoir ma voix enterrée sous la terre. La juge Dubois a écouté toute la performance sans montrer la moindre émotion. Elle a méticuleusement pris des notes sur son bloc-notes jaune, sa plume grattant bruyamment dans la pièce calme et tendue. Quand Céleste a finalement terminé sa routine de pleurs théâtrale, la juge a posé sa plume et a joint les mains, regardant par-dessus ses lunettes Corentin. Ce sont des allégations incroyablement sérieuses, monsieur Corentin, a dit lentement la juge Dubois, son regard perçant se tournant vers moi. Une tutelle prive un citoyen de ses droits fondamentaux. Elle n'est pas accordée à la légère, surtout contre un jeune professionnel qui travaille. Elle a entièrement tourné son attention vers mon côté de la table. La défense a maintenant la parole, a annoncé la juge Dubois. Monsieur Sylvain, votre client souhaite-t-il répondre à ces allégations psychiatriques? Avez-vous des contre-évaluations médicales à présenter à la cour? Sylvain s'est levé. Il s'est déplacé avec un calme lent et délibéré qui a instantanément rendu Corentin nerveux. Sylvain n'a pas boutonné sa veste. Il n'a pas sorti une énorme pile de contre-arguments. Il n'a même pas ouvert un dossier médical. Au lieu de cela, il a simplement fouillé dans sa mallette en cuir usé et en a sorti un petit objet noir rectangulaire. Il s'est penché et l'a posé délicatement au centre exact de la lourde table en chêne.
C'était un haut-parleur Bluetooth portable. Votre honneur, a dit Sylvain, sa voix calme, résonnant avec une autorité absolue. La défense n'a aucun document médical à soumettre aujourd'hui car mon client n'est pas malade. Au lieu de cela, nous aimerions soumettre une seule pièce de preuve audio qui clarifiera la nature exacte de la profonde préoccupation familiale des plaignants. La pièce a retenu son souffle. Le piège était sur le point de se refermer et l'explosion qui en résulterait allait briser ma famille en 1 million de morceaux. Corentin a froncé les sourcils, sa posture confiante se raidissant instantanément. Il a fusillé du regard le petit haut-parleur sur la table comme si c'était un serpent venimeux. « Objection, votre honneur » a aboyé Corentin, sa voix s'élevant de panique. Les enregistrements audio sans consentement bilatéral sont strictement irrecevables dans cet état, à moins qu'il n'y ait un prétexte de sécurité clair et documenté. Nous n'avons aucune idée d'où provient cet audio ni s'il a été manipulé. Sylvain n'a même pas regardé Corentin. Il a gardé les yeux respectueusement fixés sur la juge. L'audio en question a été capturé par un système de sécurité domestique clairement installé dans la résidence privée de mon client, votre honneur. Selon la loi de l'État, il n'y a absolument aucune attente de confidentialité lorsque des individus entrent sans invitation dans le salon de quelqu'un et commencent à crier leurs intentions criminelles. Les yeux de la juge Dubois se sont rétrécis avec une intense curiosité. Elle a regardé le haut-parleur, puis de nouveau Sylvain. Je l'autorise. Objection rejetée. Diffusez l'enregistrement, monsieur Sylvain. Écoutons exactement de quelle sorte de préoccupation médicale il s'agit aujourd'hui. Sylvain a tapoté l'écran de son téléphone, coupant l'audio. Le silence qui a suivi n'était pas seulement lourd. Il était toxique. C'était le genre de silence qui survient juste après un accident de voiture, avant que les cris ne commencent. Je n'ai pas bougé un seul muscle. J'ai juste tourné les yeux de l'autre côté de la table pour observer la dévastation totale et absolue se dérouler en temps réel. Céleste était figée. Sa mâchoire pendait, son visage complètement vidé de sang, prenant une teinte maladive de blanc crayeux. Le faux mouchoir est tombé de sa main tremblante et a voltigé sur le sol. Elle avait l'air d'avoir été frappée par la foudre. À côté d'elle, Henri avait l'air de faire une crise cardiaque. Il serrait le bord de la lourde table en bois si fort que ses phalanges étaient blanches. Ses yeux dartillaient frénétiquement dans la pièce, cherchant une sortie qui n'existait pas. Paul avait laissé tomber son téléphone. Il a claqué bruyamment sur le bois. L'enfant d'or tremblait, réalisant soudain que son sauvetage venait d'être diffusé comme un motif criminel à un juge des successions. Mais Corentin était le spectacle le plus pathétique de tous. L'avocat suffisant en costume sur mesure était complètement brisé. Son stylo doré coûteux lui a glissé des doigts et a roulé de la table. Il respirait difficilement, sa façade polie totalement brisée, remplacée par un criminel terrifié qui savait qu'il venait d'être pris en flagrant délit de fraude télématique fédérale et de parjure. La juge Dubois est restée parfaitement immobile pendant environ 5 secondes. Quand elle a finalement parlé, sa voix était dangereusement basse, vibrant d'une colère implacable et terrifiante. Monsieur Corentin, a commencé la juge Dubois, son ton claquant comme un fouet. Êtes-vous pleinement conscient de l'exposition criminelle créée par la soumission d'évaluations neurologiques falsifiées, le parjure et l'utilisation de ce tribunal pour faciliter une fraude? Corentin a essayé de se lever, mais ses genoux ont en fait fléchi, le forçant à s'appuyer lourdement contre la table. Votre honneur, je peux expliquer, cet enregistrement est sorti de son contexte. Le médecin a donné un avis préliminaire basé sur. N'insultez pas mon intelligence dans ma propre salle d'audience, monsieur Corentin, a rugi la juge Dubois, claquant ses mains à plat sur le bureau. L'explosion soudaine de colère a fait bondir tout le monde de leur côté de la table. Vous et vos clients êtes entrés ici aujourd'hui, avez fait perdre du temps à la cour et avez tenté d'utiliser le système juridique pour faciliter une fraude financière massive. Ce n'est pas un malentendu. C'est une conspiration criminelle. Avant d'arriver à la meilleure partie de cette histoire, où je révèle l'énorme secret qui a détruit l'ego de mon père, je veux prendre une seconde pour vous remercier de m'avoir suivi jusqu'ici. Si vous aimez voir cette famille toxique obtenir exactement ce qu'elle mérite, laissez un commentaire avec les mots toujours là. C'est notre petit badge d'honneur secret pour les vrais qui regardent jusqu'à ce que les ennemis tombent. Je lirai et aimerai chaque commentaire avec cette phrase. La salle d'audience était dans un chaos absolu, mais l'exécution n'était pas encore terminée. Il me restait encore la bombe de 120 millions de dollars à laisser tomber. La juge Dubois n'avait pas fini.
Elle a sorti un lourd classeur de sous son bureau, une copie du dossier d'enquête Ortiz que Sylvain lui avait soumis plus tôt ce matin-là. De plus, a poursuivi la juge, sa voix résonnant sur les murs stériles, j'ai examiné le dossier d'enquête supplémentaire fourni par la défense. Il documente une fraude de tutelle étonnamment similaire vous impliquant, Monsieur Corentin, et Céleste en Floride il y a 5 ans. Ce tribunal ne sera pas utilisé comme un outil pour des stratagèmes prédateurs. Céleste a finalement retrouvé sa voix. Elle a tendu la main, attrapant la manche de Corentin avec des doigts griffus et désespérés. Fais quelque chose, a-t-elle sifflé frénétiquement, ignorant complètement la juge. Répare ça. Dis-lui que c'est un faux enregistrement. Corentin a violemment retiré son bras, ses propres instincts de survie désespérés prenant le dessus. Tais-toi, Céleste, a-t-il grogné, le visage rouge de panique. Tu es seul. Je ne vais pas en prison fédérale pour toi. La juge Dubois a frappé son lourd marteau de bois sur le bloc sonore. Le coup sec et violent a coupé instantanément le chaos et les cris. Silence, a-t-elle ordonné. Le gel d'actifs d'urgence imposé sur les comptes d'Édouard est par la présente immédiatement dissous avec une extrême fermeté. De plus, je renvoie ce dossier et les preuves à l'appui aux procureurs d'État et fédéraux compétents aujourd'hui. Monsieur Corentin, vous êtes sommé de remettre votre passeport au bailli avant de quitter ce bâtiment. Vous, Céleste, et Henri, ferez face à une enquête fédérale massive pour fraude, parjure et conspiration. La juge a pris une profonde inspiration, ajustant ses lunettes. Elle a tourné son regard vers moi, et pour la première fois de la matinée, ses yeux se sont adoucis d'une fraction. Monsieur Édouard, a dit doucement la juge Dubois, le tribunal s'excuse sincèrement pour ce que vous avez enduré aujourd'hui. Vous faites un travail incroyablement difficile et dangereux, et vous ne méritiez pas d'être traité ainsi par les personnes qui devraient vous protéger. Souhaitez-vous dire quelque chose pour le procès-verbal avant que nous ne levions la séance? C'était ça. C'était le moment que j'attendais depuis mon adolescence, mendiant $500 pour bâtir un avenir. Je me suis levé lentement. J'ai ajusté ma veste de costume, gardant mon dos parfaitement droit. J'ai regardé au-delà de la juge. J'ai regardé directement Henri, qui tremblait, et Céleste, qui me regardait avec une haine pure et non adultérée. Oui, votre honneur, ai-je dit, ma voix calme, portant clairement à travers la pièce silencieuse. Il y a quelque chose que mes parents doivent comprendre à propos de l'argent qu'ils étaient si désespérés de voler. Je me suis tourné entièrement vers Henri. Mon père a tressailli alors que mes yeux se verrouillaient sur les siens. Tu es resté assis là, Henri, et tu as laissé cette femme me cataloguer comme une victime brisée et endommagée du cerveau par l'océan, ai-je dit, mon ton mortellement calme. Tu étais prêt à m'enfermer dans une cage légale juste pour pouvoir contrôler l'héritage et rembourser les dettes ridicules de Paul. Mais ce que tu ne réalises pas, c'est que tu n'as jamais eu la chance de le contrôler. Et tu n'as même jamais su ce qu'était réellement cet argent. Henri a dégluti difficilement, essuyant la sueur froide de son front. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire, a-t-il croassé, sa voix à peine un murmure. J'ai regardé Céleste, observant l'avidité toujours vaciller dans ses yeux malgré la menace de la prison fédérale. La succession que grand-père Thaddée m'a laissée n'est pas seulement quelques comptes d'épargne et une maison, ai-je expliqué, articulant chaque mot. Elle est évaluée à environ $120 millions. Une forte inspiration collective a balayé leur côté de la table. Paul a laissé échapper un petit cri étranglé. La tête de Céleste s'est redressée brusquement, ses yeux grands ouverts avec une frénésie maniaque et avide. L'ampleur de la richesse a court-circuité son cerveau pendant une seconde. 120 millions, a-t-elle chuchoté, me regardant comme si j'étais un tas d'or littéral. Oui, 120 millions, ai-je poursuivi, ma voix tombant à un registre dur et impitoyable. Mais voici l'ironie absolument tragique de tout cela. Henri, l'argent, l'empire. C'est GF Coast Marine Solutions. La mâchoire d'Henri s'est littéralement décrochée. Il m'a regardé comme si je parlais une langue étrangère. GF Coast, a-t-il balbutié, secouant la tête. Non, mon entreprise de sauvetage a fait faillite il y a 15 ans. J'ai tout perdu aux banques. Non, les jeux corrigeaient durement. Tu l'as ruiné parce que tu étais faible et paresseux. Grand-père Thaddée a racheté toutes tes dettes désastreuses par le biais d'une société écran. Il t'a laissé croire que tu avais échoué pour que tu ne traînes pas le nom de la famille dans la boue en public. Il a pris les cendres de ton échec, a viré tous tes amis inutiles, a reconstruit l'entreprise de fond en comble et en a fait un empire logistique massif. Je me suis penché légèrement en avant,
posant mes phalanges sur la table, délivrant le coup fatal final à l'ego fragile de mon père. Il a bâti un royaume à partir de la saleté que tu as laissée, Henri. Et il l'a spécifiquement laissé au fils qui sait tenir une torche à souder dans la boue, pas au fils qui s'attend à ce que l'or lui soit donné sur un plateau d'argent. Tu as essayé de voler la même entreprise que tu étais trop incompétent pour diriger. Henri s'est effondré sur sa chaise comme s'il avait été touché à la poitrine. Son visage s'est effondré, des larmes montant à ses yeux alors que la réalité absolue de son échec à vie l'écrasait. Paul a soudainement commencé à tousser, réalisant violemment que sa fausse start-up était morte et qu'il ne verrait jamais un centime de cette richesse. Céleste a laissé échapper un cri aigu de frustration, attrapant la lourde chaise en bois sur laquelle elle était assise et la poussant violemment. « Vous nous avez piégés » a hurlé Céleste, pointant un doigt tremblant vers moi, son visage rouge et déformé par la fureur. « Vous et ce vieil homme mort nous avez piégés. Je n'ai même pas tressailli. Je suis juste resté là, regardant les ruines de ma famille toxique. Nous ne vous avons pas piégé, Céleste, ai-je dit doucement. Vous avez construit le piège vous-même. Nous vous avons juste laissé marcher dedans. La juge Dubois a frappé le marteau une dernière fois. Bailly, veuillez escorter les plaignants et leurs conseils hors de ma salle d'audience. Nous sommes ajournés. Les mois qui ont suivi cette confrontation explosive au tribunal des successions ont passé avec une rapidité et une implacabilité incessantes. Lorsque la poussière est retombée, le paysage de ma vie et des vies des personnes qui avaient tenté de me détruire avait changé de façon permanente. La grande illusion que mes parents avaient entretenue pendant des décennies s'est effondrée de manière spectaculaire et humiliante. Fidèle à sa parole, la juge Dubois a remis l'intégralité du dossier Ortiz au bureau du procureur fédéral. Lorsque le FBI a commencé à creuser, ils ne se sont pas contentés de mes évaluations médicales falsifiées. Ils ont démêlé le vaste réseau de fraude télématique, d'abus envers les personnes âgées et d'extorsion qui liait Céleste à Corentin en Floride pendant des années. Corentin, réalisant qu'il risquait des décennies derrière les barreaux dans un pénitencier fédéral, a immédiatement retourné ma mère. Il a accepté un accord de plaidoyer, a renoncé définitivement à son permis d'exercer le droit et a révélé tous les secrets les plus sombres que Céleste avait jamais enfouis. Aux dernières nouvelles, Corentin purge actuellement une peine de 5 ans dans un établissement à sécurité minimale. Céleste n'a pas eu autant de chance. Face à une montagne de preuves irréfutables et à des accusations de fraude fédérale, elle a dépensé son dernier sou pour tenter de combattre l'acte d'accusation. Elle a dû vendre tous ses sacs de créateurs, ses bijoux coûteux et ses manteaux blancs immaculés juste pour payer ses avocats de la défense. Ce n'était pas suffisant. Elle attend actuellement son procès, en liberté sous caution, mais portant un bracelet électronique, confinée à une petite propriété locative, complètement dépouillée du statut social qu'elle convoitait plus que l'oxygène. La vie de mon père s'est effondrée beaucoup plus discrètement, mais peut-être encore plus tragiquement. La révélation que Thaddée avait sauvé son entreprise et me l'avait donnée a absolument brisé l'ego d'Henri. Il n'a pas pu supporter l'humiliation. Il a demandé un divorce brutal et désordonné de Céleste, tentant de se distancier des accusations criminelles. Mais sans son faux argent ou l'empire caché de Thaddée sur lequel s'appuyer, il s'est retrouvé sans absolument rien. Il a dû vendre la grande maison familiale pour couvrir ses dettes légales croissantes et a emménagé dans un petit appartement exigu et délabré à la périphérie de Houston. Quant à Paul, la réalité a finalement sonné à sa porte pour réclamer son dû, sans Henri pour le renflouer ou Céleste promettant des millions pour financer ses délires. Sa start-up technologique s'est officiellement effondrée. Ses investisseurs l'ont poursuivi pour mauvaise gestion des fonds, le forçant à déclarer faillite totale. Ils ont repris sa Porsche rouge vive directement de son allée. La dernière nouvelle que j'ai eue de Sylvain, qu'il a entendu par la rumeur, est que l'enfant d'or travaille actuellement de nuit comme caissier dans une station-service locale, essayant de rembourser lentement une énorme montagne de dettes de cartes de crédit. Alors que leur vie s'effondrait dans la poussière, je suis entré dans l'empire que mon grand-père avait construit pour moi. Reprendre GF Coast Marine Solutions a été le défi le plus difficile et le plus épuisant de ma vie. Mais je l'ai abordé exactement de la même manière que j'abordais la plongée en saturation. Lentement, régulièrement et entièrement concentré sur l'objectif. Je n'ai pas arrêté la plongée immédiatement. J'ai terminé mes contrats saisonniers par respect pour mes coéquipiers, passant lentement au monde de l'entreprise civile. Je n'ai pas acheté une flotte de voitures de sport exotiques. Je n'ai pas acheté un manoir massif avec une piscine plaquée or. Ce genre de richesse ostentatoire et arrogante était exactement ce qui avait détruit ma famille. Au lieu de cela,
j'ai vécu dans le même appartement à Galveston pendant la première année. J'ai passé des heures chaque semaine assis dans le bureau de Sylvain, apprenant les tenants et les aboutissants du droit maritime commercial, de la logistique portuaire et des négociations de contrats. Lorsque j'ai finalement commencé à utiliser la succession de 120 millions de dollars, je l'ai fait dans un but spécifique et inébranlable. J'ai restructuré une grande division de l'entreprise pour me concentrer sur la technologie de sécurité pour les travailleurs des fonds marins. Mais plus important encore, j'ai pris une grande partie des actifs liquides et j'ai créé un fonds fiduciaire complet de soins médicaux et de réadaptation pour les plongeurs commerciaux et les travailleurs des plateformes offshore qui avaient subi de graves blessures ou des accidents de décompression au travail. C'étaient des gars avec qui j'avais travaillé. Des gars qui s'étaient crevés les tympans, s'étaient détruits les articulations, ou avaient subi de réels traumatismes neurologiques en construisant l'infrastructure qui fait fonctionner ce pays, pour être ensuite abandonnés par de grandes entreprises lorsqu'ils ne pouvaient plus travailler. Nous avons construit un centre de réadaptation à la pointe de la technologie directement sur la côte. J'ai embauché des physiothérapeutes de premier ordre, des spécialistes de l'oxygène hyperbare et des psychologues qui comprenaient réellement le traumatisme des fonds marins. J'ai investi des millions de dollars pour garantir que les hommes et les femmes qui avaient saigné dans les eaux sombres aient un endroit sûr et digne pour récupérer lorsqu'ils revenaient à la surface. En entrant dans ce centre de réadaptation un mardi matin froid, portant mes vieilles bottes à embout d'acier et une simple veste, regardant un ancien plongeur faire ses premiers pas après une lésion de la colonne vertébrale, j'ai enfin ressenti le vrai poids de l'argent. Ce n'était pas un prix. Ce n'était pas une arme dont on se vantait. C'était un outil. Et grand-père Thaddée m'avait fait confiance pour manier le marteau. Ma vie est maintenant calme, forte et indéniablement à l'épreuve des balles. Je me suis entouré de personnes qui ont gagné leur place. L'argent n'a pas changé qui j'étais. Il a juste amplifié le fondement que l'océan avait déjà déversé dans mon âme. Un an après la confrontation au tribunal, un dimanche après-midi calme et venteux, je me suis rendu au cimetière en bordure de la ville. Le ciel était d'un bleu clair et éclatant, et le vent côtier soufflait doucement à travers les chênes. J'ai marché le long du sentier de gravier sinueux, tenant un petit morceau de corail des profondeurs dans ma main. C'était un morceau que j'avais ramené d'une plongée il y a des années, à l'époque où je luttais encore pour faire mes preuves. Je me suis arrêté devant une modeste pierre tombale en granit foncé. Thaddée, grand-père bien-aimé, la pression forge les diamants. Je me suis agenouillé sur l'herbe humide et j'ai doucement placé le morceau de corail juste au-dessus de la pierre lisse. J'ai balayé quelques feuilles tombées de son nom, traçant les lettres gravées avec mon pouce. Nous avons ouvert le centre de réadaptation aujourd'hui, grand-père, ai-je dit à voix haute, ma voix portant doucement sur le vent. Un gars nommé Michel emménage la semaine prochaine. Il a perdu l'usage de ses jambes sur une plateforme pétrolière dans le Golfe. Maintenant, il a un endroit qui prendra réellement soin de lui, entièrement financé. C'est toi qui as rendu cela possible. Je me suis reculé sur mes talons, regardant la tombe, ressentant un sentiment profond et paisible s'installer dans ma poitrine. L'héritage est une chose amusante. La plupart des gens le considèrent comme un billet de loterie, un prix que l'on gagne simplement parce que l'on partage une lignée sanguine avec une personne décédée. C'est exactement ce que Céleste et Paul pensaient. Et c'est exactement pourquoi l'argent les aurait détruits en quelques mois. Mais Thaddée connaissait la vérité. L'héritage n'est pas un prix. C'est une responsabilité massive et lourde. Il appartient à la personne qui est réellement prête à la porter. La personne qui s'est présentée quand les choses étaient difficiles, pas seulement quand le chéquier était ouvert. Il m'a laissé un empire, mais plus important encore, il m'a laissé la leçon ultime de loyauté. Il m'a appris que vous ne devez pas votre vie à des personnes toxiques simplement parce que vous partagez leur ADN. Je me suis levé, brossant la saleté de mes genoux. J'ai pris une profonde inspiration, remplissant mes poumons de l'air vif. Je vais bien, vieil homme, ai-je chuchoté. Je tiens la ligne. Repose-toi bien. Je me suis retourné et j'ai redescendu le sentier de gravier. J'avais une entreprise à diriger, des gens à protéger et une vie à vivre qui était entièrement et sans vergogne la mienne. Mais en rentrant en voiture dans la ville, écoutant la radio, mon esprit est revenu à une épaisse enveloppe posée sur le comptoir de ma cuisine. Mon père, Henri, m'a envoyé une longue lettre manuscrite la semaine dernière. Il n'a pas demandé d'argent cette fois. Il m'a supplié de le laisser visiter, juste pendant 10 minutes. Il dit que l'isolement a finalement brisé sa fierté, qu'il vit dans un appartement misérable, et qu'il veut juste regarder son fils dans les yeux et s'excuser correctement d'avoir été un lâche.
Une partie de moi se souvient qu'il est toujours mon père, l'homme qui m'a appris à faire du vélo, un homme qui vit actuellement entièrement seul, brisé et vaincu. Mais l'autre partie de moi, le plongeur qui sait survivre dans l'obscurité, se souvient qu'il est resté silencieux dans une salle d'audience de succession pendant que ma mère essayait de m'enfermer dans un hôpital psychiatrique pour voler mon avenir. J'ai toujours la lettre posée sur ma table.